À partir du moment où nous apprenons à compter les jours, on nous apprend aussi à les craindre. Nous grandissons avec l'idée que chaque seconde qui passe nous rapproche d'une perte inévitable, comme si la vie était une horloge qui tourne contre nous. Ils nous font voir le temps comme un ennemi silencieux, un bourreau qui ne s'arrête jamais, et peu à peu cette vision devient un poids invisible que nous portons partout. Chaque anniversaire nous rappelle que le sable de l'horloge ne cesse de tomber et que le corps s'éteindra tôt ou tard comme une bougie éteinte. C'est un récit puissant parce qu'il n'est pas remis en question. Elle se répète dans la famille, à l'école, en médecine et dans la culture. Personne n'ose demander si c'est réel ou si c'est une histoire inventée. Le grand mensonge du vieillissement est basé sur ce récit. On nous dit que nous sommes prisonniers d'un destin marqué dans notre biologie, que le corps est conçu pour se détériorer et qu'il n'y a aucun moyen d'arrêter le processus. Ainsi, dès notre plus jeune âge, nous commençons à nous observer avec méfiance, à déceler les signes que l'ennemi supposé avance déjà. Une ride, une douleur, une fatigue. Nous l'acceptons comme s'il s'agissait de la preuve d'une conviction inéluctable et cherchons des solutions extérieures qui ne semblent jamais suffisantes. Ils nous vendent des produits pour stopper la chute des cheveux, des pilules pour lutter contre la fatigue, des routines pour maintenir la jeunesse pendant quelques années de plus. Mais au fond, tout cela renforce la même idée. Nous nous battons contre quelque chose qui ne peut pas être vaincu. Cependant, derrière cette vision se cache un fait beaucoup plus profond. Ce n'est pas le temps qui nous consume, c'est la déconnexion de ce qui nous maintient en vie. Le vieillissement n'est pas une loi biologique gravée dans le marbre. C'est pourquoi nous ne vieillissons pas tous de la même manière. Il s'agit plutôt d'un état de séparation de notre vraie nature. La peur du passage des années surgit parce que nous oublions la manière dont la vie se renouvelle, à chaque instant. Nous avons été entraînés à considérer l'âge comme une descente, alors qu'en réalité il pourrait être une expansion, un chemin vers une plus grande souveraineté sur notre propre être. Quand on commence à remettre en question ce mensonge, on découvre que l'ennemi supposé n'est pas tel. Le temps n'est pas contre nous. Il ne fait que refléter la façon dont nous utilisons l'énergie, dont nous prenons soin de notre flux vital et dont nous maintenons le lien avec ce qui nous entoure. L'idée que nous naissons avec une horloge biologique qui tombe inévitablement en panne est une construction qui sert de nombreux intérêts, mais pas la vérité de notre existence. Pendant des siècles, différentes traditions ont parlé de moyens de maintenir la vitalité au-delà de ce que le calendrier dicte. Ils parlaient moins de pratiques simples, d'état de conscience, d'un rapport différent au corps et à l'énergie de la vie. Et bien que cette connaissance ait été reléguée à l'oubli, aujourd'hui elle se réveille parce que de plus en plus de gens ont le sentiment que ce qu'on leur a dit ne correspond jamais à ce que leur cœur a pressenti. La tromperie du vieillissement fonctionne comme une prison invisible. Il nous maintient suspendus aux rides, aux cheveux gris, à la douleur, tandis que nous oublions de regarder ce qui compte vraiment, le centre d'où la vie elle-même surgit. C'est une stratégie de distraction. En gardant notre attention sur la surface, sur les symptômes extérieurs, nous n'explorons jamais la source intérieure qui renouvelle chaque cellule et nous relie à la vitalité inépuisable de l'existence. Cette source ne disparaît pas au fil des ans. Elle n'est recouverte que sous des couches de croyances et d'habitudes qui nous en déconnectent. Et si l'âge n'était pas l'ombre qui nous hante, mais l'opportunité de retrouver ce qui nous a toujours appartenu, comment vivrions-nous? Quelles décisions prendrions-nous? Que ressentirions-nous chaque matin en ouvrant les yeux? Autant de questions qui ouvrent la voie à une toute autre vision. Pendant des siècles, on a entendu la même explication. Le corps est une machine avec des pièces qui s'usent et se cassent tôt ou tard. Cette vision nous réduit à des engrenages en mouvement, voués à l'échec au fil des ans. Dans cette logique, le vieillissement est inévitable et il est inutile
de résister. Ce qui est curieux, c'est que très peu de gens se demandent si cette explication reflète vraiment qui nous sommes. Le mythe du temps biologique nous fait croire que chaque cellule a une date d'expiration, que la biologie est programmée pour se détériorer au-delà de toute réparation. Cette idée est tellement répétée que nous finissons par l'accepter comme la vérité absolue. Mais ce que nous appelons vieillissement n'est rien de plus qu'un ensemble de signaux qui reflètent notre façon de vivre, de penser, de respirer et de nous rapporter à l'énergie de la vie. Ce n'est pas le calendrier qui détruit le corps, ce sont les blocages dans notre flux vital, les tensions non résolues et la déconnexion de ce qui nous nourrit de manière profonde. Si nous regardons la nature, nous verrons que la vie n'est pas conçue pour la décomposition, mais pour le renouveau. Une forêt renaît après un incendie. L'eau d'une rivière est purifiée en continuant à couler. Une plaie cutanée guérit d'elle-même. Tout dans la nature pointe vers un principe de restauration constante. Pourquoi devrions-nous être différents? La réponse réside dans la façon dont on nous a appris à comprendre le temps. On nous a dit qu'elle est linéaire, qu'elle ne va que dans un sens et qu'elle nous entraîne inévitablement vers la détérioration. Mais les cultures ancestrales l'entendaient différemment. Elles considéraient le temps comme des cycles de renouvellement, comme des spirales dans lesquelles chaque tournant apportait une opportunité d'expansion et non de perte. Le mythe du temps biologique est utile pour une société qui vit de la peur et de la consommation. Si vous pensez que votre corps est fragile et que chaque année vous vous rapprochez de la maladie, vous chercherez constamment des remèdes extérieurs. Mais ce dont vous avez vraiment besoin n'est pas dans des bocaux ou des routines sans fin. C'est en se rappelant comment accéder à la force régénératrice qui vous a toujours accompagné. Cette force ne s'estompe pas avec l'âge. Elle ne s'engourdit que lorsque nous oublions comment l'utiliser. Chaque ride, chaque fatigue, chaque douleur n'est pas la sentence d'une machine qui s'use, mais le message d'un système qui demande un retour à l'équilibre. Lorsque nous entendons ces messages de peur, nous pensons que tout est perte. Lorsque nous les écoutons depuis la conscience, nous comprenons qu'elles sont des rappels pour revenir à l'essentiel. Dans ce changement de perspective, la porte s'ouvre à une nouvelle manière de se rapporter à l'âge. Le temps biologique, comme on nous l'a dit, est un mythe, car il n'y a pas de loi qui dit que chaque corps doit tomber de la même manière. Ce qui existe, c'est la conséquence de modes de vie déconnectés, d'émotions refoulées, d'énergie stagnante. En reconnaissant cela, nous comprenons que nous ne sommes pas à la merci d'une horloge, mais que nous avons un rôle actif dans la façon dont nous vieillissons. C'est la différence entre accepter la condamnation ou s'éveiller à la souveraineté biologique. Et c'est là que la clé oubliée depuis des siècles devient visible. Une méthode qui ne parlait pas seulement de vivre plus longtemps, mais de vivre pleinement et puissamment. Tout au long de l'histoire, il y a eu des civilisations qui ont vu la vie sous un angle très différent de celui que nous avons aujourd'hui. Pour eux, le vieillissement n'était pas synonyme de détérioration, mais d'opportunité d'accéder à des états supérieurs de vitalité et de conscience. Ils savaient que le corps était un instrument malléable et que l'énergie qui le traversait pouvait rester fraîche s'il était soigné de la bonne manière. Dans ces cultures, le passage des années n'était pas une condamnation, c'était un processus naturel d'expansion qui était soutenu par des pratiques simples mais profondes. Au fil du temps, une grande partie de ces connaissances a été enfouie sous le regard moderne qui interprète tout à partir de la logique de la machine. Ce qui était autrefois considéré comme un art de connexion en est venu à être considéré comme de la superstition ou du mysticisme sans valeur. Cependant, derrière ces enseignements anciens, se cache une méthode de plus que jamais nécessaire, la méthode ancestrale d'arrêter
le vieillissement. Cette méthode ne parle pas de formules magiques ou de potions secrètes. Il n'est pas basé sur des miracles, mais sur le souvenir de ce qui a toujours été disponible. Les savoirs ancestraux considéraient l'être humain comme un pont entre le visible et l'invisible. Le corps était compris comme un territoire gouverné à partir d'un centre profond, irrigué par des courants d'énergie et ouvert à l'influence de forces plus grandes qui l'entourent. Pour maintenir l'équilibre de ce système, il fallait rester jeune et fort. L'oublier, en revanche, ouvrait la porte à l'usure et à la maladie. La chose la plus intéressante est que ces cultures n'ont pas construit de théorie complexe. Sa méthode était pratique et directe. Il était organisé en 3 piliers qui, ensemble, formaient la base de la vitalité. Chacun d'entre eux représentait un aspect essentiel de l'être et permettait de maintenir l'équilibre face au temps qui passe. La combinaison de ces 3 éléments a redonné à la personne la souveraineté sur son propre corps et sur la façon dont elle a vécu l'âge. Le premier de ces piliers était considéré comme le fondement de tout le reste. C'est là que résidait la clé pour gouverner la vie à partir d'un point de pouvoir interne. C'était l'entrée du trône dont nous n'aurions jamais dû nous séparer. Le premier pilier concerne le centre intérieur. Imaginez l'univers entier comme une danse de mouvements constants. Tout tourne, tout coule, tout change. Et pourtant, au milieu de ce mouvement, il y a toujours un point stationnaire, un noyau qui reste intact. Sur Terre, on le voit au cœur des ouragans, où le calme absolu contraste avec la fureur des vents. Sur notre planète, nous le ressentons dans le noyau profond qui soutient son équilibre. Cette même logique se retrouve également dans chaque être humain, un centre silencieux à partir duquel tout le reste a un sens. Ce centre intérieur n'est pas une métaphore, c'est une réalité palpable pour ceux qui apprennent à en faire l'expérience. C'est un espace de calme auquel on accède en dirigeant son attention vers l'intérieur et en se libérant, même pour un instant, du bruit qui nous entoure constamment. Lorsque nous entrons en contact avec ce point immobile, nous cessons d'être passagers des circonstances et commençons à les gouverner à partir de la racine. Le système dans lequel nous vivons sait très bien que ce centre existe, et c'est pourquoi il essaie de nous en éloigner. La stratégie n'a pas été la force, mais la distraction constante, des nouvelles sans fin, des écrans qui ne se reposent pas, des notifications qui demandent de l'attention, des soucis qui occupent chaque espace de silence. Tout cela crée un mur invisible qui nous empêche de nous arrêter et de regarder à l'intérieur. Tant que nous resterons piégés à la périphérie, réagissant sans relâche, nous n'atteindrons jamais le cœur où se trouve la véritable souveraineté. Les anciens savaient que le silence était la porte d'entrée de ce lieu. Ils n'ont pas cherché à faire taire l'esprit uniquement pour se détendre, mais parce qu'ils ont compris que dans cet état, la conscience devenait l'architecte de la biologie. À partir du centre, chaque intention cesse d'être un désir diffus et devient un décret que le corps écoute et suit. Là, la vie obéit à la clarté de l'observateur et non à la confusion d'une pensée dispersée. Ce centre spirituel a aussi une réflexion physique en nous. Les traditions l'ont désigné dans la glande pinéale, située au centre géométrique du cerveau. Pour eux, c'était le siège de l'âme, le trône, à partir duquel le royaume intérieur est gouverné. Aujourd'hui, nous savons que cette petite structure est sensible à la lumière, produit des substances qui régulent nos cycles et fonctionne comme une antenne capable de percevoir plus que nous ne l'imaginons. Lorsqu'il est actif, il devient un pont entre la conscience et le corps, permettant aux deux de fonctionner en harmonie. Cependant, cette glande a été l'une des principales cibles de ce qui nous déconnecte. Stimuli excessifs, lumière artificielle constante, produits chimiques dans l'environnement, tout cela contribue à l'engourdir. Il se durcit, perd de sa sensibilité
devient un trône recouvert de poussière que peu de gens ont l'occasion d'occuper. L'éveil n'est pas un processus externe. Cela commence par la simple décision de diriger la conscience dans un silence profond. Pour faire l'expérience de ce centre intérieur, vous n'avez pas besoin de rituels complexes. Tout ce que vous avez à faire est de trouver un espace sans interruption, de vous asseoir le dos droit et de fermer les yeux. Au début, des pensées insistantes, des listes de tâches, des souvenirs, des soucis apparaissent. Ce sont les gardiens qui essaient de nous tenir à l'écart. La clé n'est pas de se battre avec eux, de les observer comme des nuages qui passent traversant un ciel immense. Peu à peu, cette résistance se dissout et il ne reste plus qu'un silence vibrant, plein de présence. Ce moment de calme n'est pas un simple repos, c'est l'air de notre vraie maison. Y rester quelques minutes réveille les circuits du sommeil, transmet à l'organisme l'ordre de cohérence et de vitalité. L'expérience laisse une empreinte claire, un sentiment de solidité, d'être ancré en soi, qu'aucune tempête extérieure ne peut altérer ce noyau. C'est la première incursion vers le trône intérieur et marque le début de la souveraineté. Lorsque la personne trouve ce centre, elle découvre qu'elle n'a pas besoin d'attendre l'avenir ou de craindre le passé. Le temps cesse d'être un ennemi, parce qu'à partir de ce point immobile, la vie est perçue comme un présent éternel. Cette vision transforme la façon dont nous comprenons l'âge. Ce n'est plus une descente inévitable, mais un état de conscience, à partir duquel nous décidons comment vivre. Le centre intérieur est la base, car sans lui, tout le reste perd de sa force. Une rivière d'énergie sans direction se disperse. Une connexion avec des forces externes sans ancrage devient instable. Mais lorsque le trône est occupé, lorsque l'observateur se reconnaît souverain, alors la biologie elle-même répond. Chaque cellule écoute, chaque processus interne trouve de l'ordre. Le voyage vers ce centre n'est pas linéaire. Parfois, il est difficile de passer à travers le bruit et la distraction, mais chaque tentative laisse une trace, et chaque petit silence ouvre un peu plus la porte. Avec la pratique, la connexion devient naturelle, comme si l'on retournait dans une maison qui attendait toujours. Quand on a goûté à cette tranquillité, on comprend pourquoi tant de traditions la considéraient comme sacrée. C'est là que réside la clé qui fait de la conscience le véritable architecte de la vie. De ce noyau, nous ne luttons pas contre le vieillissement. Nous transcendons, car dans le silence du trône intérieur, le temps perd son pouvoir et la vie retrouve la sienne. Et pourtant, trouver le centre n'est que le début. Le trône peut être occupé, mais un royaume sans fleuve fertile se dessèche. L'étape suivante consiste à apprendre à gouverner le flux vital qui traverse chaque partie du corps. Car sans ce flux d'énergie, la souveraineté reste en théorie. Le flux vital est notre deuxième pilier. Le centre donne l'autorité, mais sans un courant de vie, il n'y a pas de prospérité. Le corps, loin d'être une structure rigide, est un système dynamique traversé par une énergie qui l'anime à chaque instant. Cette énergie a été reconnue dans différentes cultures sous différents noms. Prana, Chi, force vitale. Au-delà du terme, l'important est de comprendre que la jeunesse et la vitalité ne dépendent pas du nombre d'années, mais de la manière dont ce courant circule en nous. Lorsque le flux vital circule librement, le corps se sent léger, l'esprit clair et le cœur vibrant. Chaque cellule reçoit ce dont elle a besoin et la régénération se produit naturellement. Il n'y a pas de stagnation, pas de sentiment d'épuisement professionnel, juste une continuité de vie qui s'exprime. D'autre part, lorsque le courant est bloqué, le corps commence à montrer des signes de raideur, de fatigue et de maladie. Ce que nous interprétons comme la vieillesse est, dans de nombreux cas, la carte des rivières bouchées qui doivent être libérées. Le système dans lequel nous avons grandi
à favoriser la stagnation. Dès l'enfance, on nous apprend à réprimer nos émotions, à rester assis pendant des heures, à retenir notre souffle sans nous en rendre compte. Chaque traumatisme non résolu et chaque peur emmagasinée devient un barrage qui coupe le courant. Au fil du temps, ces barrages s'accumulent et transforment la rivière en flaque d'eau stagnante. C'est là qu'apparaissent la raideur des articulations, la peau terne, la fatigue persistante, l'esprit embrouillé. Ce n'est pas l'âge qui provoque ces symptômes, c'est le blocage de l'énergie vitale. La bonne nouvelle, c'est que ces barrages ne sont pas permanents. La rivière peut retrouver sa force si nous apprenons à la relâcher avec des outils simples, mais puissants. Le premier d'entre eux est la respiration consciente. Nous ne parlons pas de la respiration automatique qui nous maintient en vie, mais d'un acte délibéré qui transforme l'air en dynamite pour les blocages internes. Lorsque vous inspirez profondément, en amenant l'air à la base de l'abdomen, une pression d'énergie s'accumule et est dirigée vers les endroits où il y a des tensions. Lorsque vous retenez votre souffle pendant quelques instants, cette pression est concentrée derrière le blocage, comme l'eau frappant un barrage. En expirant lentement et complètement, la proie se fissure et l'énergie piégée commence à être libérée. Répété à plusieurs reprises, ce processus transforme la respiration en un acte de démolition consciente. Le deuxième outil est le mouvement ritualisé. Le corps n'a pas besoin d'entraînements épuisants pour se débloquer, mais de mouvements fluides et attentifs qui n'appellasment pas une rivière qui dégage son cours, en déplaçant doucement votre colonne vertébrale, d'avant en arrière, en tournant votre torse d'un côté à l'autre, en faisant des cercles lents avec vos articulations, vous permettez à l'énergie de revenir là où elle stagnait. Ces gestes sont simples, mais ils réveillent la mémoire du corps, qui reconnaît sa nature de flux, plutôt que de rigidité. La pratique constante de la respiration et du mouvement conscient ramène dans le domaine intérieur la fertilité perdue. Ce qui était autrefois une terre aride commence à prospérer. L'esprit s'éclaircit, la peau s'illumine, les muscles retrouvent de la souplesse. Ce n'est pas un miracle ou une ruse, c'est la conséquence naturelle d'avoir remis la rivière dans son courant. Chaque émotion traitée, chaque tension relâchée est un morceau de barrage qui disparaît et permet à l'eau de couler fortement. Le deuxième pilier est essentiel, car il montre que le vieillissement n'est pas une punition inscrite dans nos gènes, mais le reflet de la stagnation. Lorsque le flux vital revient, la vie s'exprime à nouveau pleinement, et un être avec sa rivière intérieure vivante est créatif, imprévisible et puissant, des qualités qui ne rentrent pas dans un système qui a besoin d'obéissance et de docilité. C'est pourquoi, pendant si longtemps, on nous a appris à contenir, à réprimer, à nous déconnecter de notre propre courant. Maintenant, avec le fleuve restauré, le souverain a un royaume fertile, mais il manque encore quelque chose. Car bien que le centre soit occupé et que les rivières coulent, aucun royaume ne peut prospérer s'il vit isolé. La véritable souveraineté s'achève en se reconnectant aux forces qui entourent l'être humain, la terre sous les pieds et le ciel au-dessus de la tête. Notre troisième pilier est la connexion cosmique et terrestre. Les êtres humains ne sont pas conçus pour vivre comme un système fermé. Notre corps est une antenne biologique capable de recevoir et de transmettre de l'énergie. Et lorsqu'il est connecté à ses sources naturelles, il fonctionne en harmonie pendant des milliers d'années. Nos ancêtres ont vécu en contact direct avec la terre et le ciel, comprenant qu'une grande partie de leur vitalité provenait de là. Marcher pieds nus, recevoir la lumière du soleil, respirer de l'air frais étaient des gestes quotidiens qui maintenaient cette connexion active. Avec le passage du temps, et surtout dans la vie moderne, un mur d'isolement a été érigé. Les chaussures à semelles et en caoutchouc coupent la connexion électrique au sol. Les bâtiments en béton nous entourent de barrières
qui bloque les fréquences naturelles. La culture de la peur du soleil nous prive de la source, d'énergie externe la plus puissante à portée de main. Nous sommes devenus des antennes déconnectées, essayant de ne fonctionner qu'avec une batterie interne qui meurt inévitablement. Cette déconnexion génère de la fatigue, de l'anxiété et du vide, des symptômes que l'on confond avec une partie du vieillissement, mais qui sont en réalité des signes d'isolement. Le troisième pilier de cette méthode séculaire consiste à faire tomber ces barrières et à se reconnecter au réseau énergétique universel. Il ne s'agit pas d'un concept abstrait, mais d'une pratique simple et concrète. La Terre n'est pas une roche inerte. C'est un organisme vivant, avec une impulsion électrique constante. Cette impulsion, connue sous le nom de résonance de Schumann, est le battement de cœur de la planète. Lorsque nous entrons en contact direct avec la Terre, notre système nerveux se synchronise avec ce rythme et trouve la stabilité. L'acte de se reconnecter avec la Terre, connu sous le nom d'ancrage, est aussi simple que d'enlever ses chaussures et de marcher sur l'herbe, le sable ou la terre nue. Il suffit de sentir la plante des pieds toucher le sol pour compléter un circuit qui libère la tension accumulée et absorbe l'énergie propre et curative. Grâce à cette pratique, la charge artificielle que le corps accumule en raison de stimuli excessifs est libérée et la fréquence naturelle qui rétablit l'équilibre est reçue. De même, la connexion avec le cosmos s'établit principalement par le Soleil. Nos corps sont des êtres de lumière, au sens littéral. Les cellules communiquent à l'aide de biophotons, et la lumière du Soleil est un aliment qui nourrit et active notre ADN. Lorsque nous nous exposons respectueusement au Soleil, en particulier dans les moments doux du lever ou du coucher du Soleil, nous ne recevons pas seulement de la chaleur, nous recevons des informations lumineuses qui renforcent notre système. Ouvrir votre poitrine et votre visage à la lumière. Inspirer comme si cette clarté se répandait à l'intérieur est une façon de charger la batterie avec la source d'énergie la plus essentielle. Se reconnecter avec la terre et le ciel n'est pas un luxe ou un passe-temps. C'est un élément fondamental de la souveraineté sur son être. En complétant ces circuits, la personne cesse d'être une île et redevient le pont qu'elle a toujours été destinée à être. Le troisième pilier nous rappelle que nous ne sommes pas seuls ou isolés. Notre biologie est conçue pour entrer en résonance avec les rythmes de la Terre et avec la lumière du ciel. L'ignorer nous affaiblit, l'accepter et le pratiquer nous redonne de la force. À ce stade, l'âge perd encore plus de son pouvoir, parce que nous cessons de compter uniquement sur nos ressources internes et nous nous reconnectons avec des sources d'énergie infinies. Lorsque le centre est ferme, lorsque les rivières coulent et lorsque la connexion avec les grandes forces est restaurée, un état de plénitude émerge qui redéfinit ce que signifie vieillir. Il ne s'agit pas de défier le temps, mais de vivre à partir d'un endroit où le temps cesse d'être un geôlier et devient un allié. Cet état est la véritable souveraineté retrouvée. Lorsque les trois piliers sont intégrés, l'expérience humaine change complètement. Ces éléments sont des rouages de la même machinerie spirituelle qui, lorsqu'ils travaillent ensemble, ramènent la personne à un état qui semblait perdu. Dans cet état, la perception du temps est transformée. Ce qui était autrefois un ennemi constant n'a plus le pouvoir d'effrayer. Les jours et les années ne ressemblent plus à un compte à rebours vers la décomposition, mais plutôt à des occasions de faire l'expérience de la vie avec plus de conscience et de force. La biologie n'est plus vue comme un mécanisme voué à l'échec et est comprise comme un jardin qui s'épanouit tant qu'il est pourvu d'eau, de lumière et de soins. Retrouver la souveraineté, c'est reprendre le contrôle de sa propre existence. Les décisions ne sont plus fondées sur la peur de l'avenir ou l'attachement au passé. Chaque action naît de la clarté du présent.
de ce noyau immobile qui reste intact, même au milieu des tempêtes extérieures. Le corps réagit à cette clarté en se réorganisant. Les émotions sont transformées et l'esprit trouve le repos. Ce qui semblait être un destin inévitable se révèle être une illusion. La vieillesse, entendue comme une détérioration, perd de son pouvoir parce qu'elle n'est plus soutenue dans la conscience de ceux qui ont occupé son trône. Ce qui apparaît à sa place, c'est un état de vitalité continue, une manière d'habiter le monde dans laquelle l'âge chronologique devient sans importance. Il ne s'agit pas de nier le passage du temps, mais de comprendre que ce passage n'implique pas la décadence. Dans la souveraineté retrouvée, le temps devient un allié qui accompagne la croissance et non un bourreau qui dicte la chute. Ce changement n'a pas besoin de miracles ou de formules cachées. Cela nécessite de se souvenir de ce qui a toujours été disponible. Le centre, le flux et la connexion. Ce sont des chemins qui avaient été oubliés parce qu'un système basé sur la peur avait besoin qu'ils restent cachés. Aujourd'hui, ils refont surface parce que la conscience collective commence à reconnaître que l'histoire officielle du vieillissement n'a jamais été convaincante. En revenant à ces principes, la vie est perçue comme une œuvre toujours en construction et jamais en déclin. Maintenant, il ne reste pas à continuer à accumuler des informations, mais à sceller un pacte avec la vie elle-même. Cette alliance commence par une affirmation silencieuse, mais puissante. Je ne suis pas une victime du temps. Je suis l'architecte de mon expérience. Lorsque nous prononçons ces mots, même si c'est à l'intérieur, quelque chose s'installe dans la conscience. On ne regarde plus le miroir à la recherche de signes de chute. On le regarde comme si on contemplait une œuvre qui peut continuer à être sculptée. Chaque ride cesse d'être une défaite et devient un témoignage de présence. Chaque nouveau jour cesse d'être un pas vers la fin et devient un espace de création. Le nouveau pacte avec la vie n'est pas signé à l'encre. Il est signé avec des actes quotidiens, avec le geste de s'arrêter quelques minutes en silence pour occuper le centre, avec la décision de respirer consciemment et de laisser la rivière intérieure reprendre son cours, avec l'habitude de marcher pieds plats sur la terre ou de s'ouvrir au soleil avec respect. Ce sont des gestes simples qui, lorsqu'ils sont répétés, maintiennent un état de jeunesse éternelle qu'aucun calendrier ne peut voler. La vraie révolution n'est pas de lutter contre le temps, mais de se rappeler que nous sommes bien plus vastes que n'importe quelle mesure temporaire. C'est dans cette mémoire que réside le secret qu'aucun système ne veut que vous sachiez. Vous êtes le créateur de votre propre expérience, y compris l'expérience du vieillissement.